Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à l'organisation. Thank you very much for the invitation. Merci beaucoup de l'invitation, de la possibilité qui m'est offerte de m'adresser à vous et d'avoir trouvé le temps à cette conférence où vous avez beaucoup de sujets que vous devez traiter. Vous avez trouvé de traiter également de la question du changement climatique. Je l'apprécie à sa juste valeur. Et il faut dire que nous pouvons faire beaucoup en nous fixant des objectifs, en fixant les mécanismes des prix, en lançant la discussion politique. Mais ce qui compte, en définitive, c'est qu'il y ait des élus locaux, ceux qui représentent les pouvoirs locaux et qui font ce travail. C'est vous qui, bien sûr, subissez également les conséquences du changement climatique, peu importe la région que vous représentez en Europe, et vous serez certainement d'accord avec moi pour dire que cet été, et depuis l'été dernier, nous avons quand même été témoins d'un climat assez étrange. C'est peut-être pas la première fois. On ne peut pas nécessairement dire que c'est dû au changement climatique, mais d'autre part, tout ce que nous voyons autour de nous rejoint tous les avertissements lancés par les scientifiques. Nous avons vu dans le sud de l'Europe cet été un été très sec et qui a un impact en termes de pénurie d'eau et pose donc ces défis. Mais nous avons vu également comment cela peut impacter sur la récolte à l'est de l'Europe, par exemple, avec des températures extrêmes. Je ne sais pas quels ont été les records qui ont été battus en termes de chaleur à l'est de l'Europe, mais à Sarajevo, cet été, ils ont atteint une température de 48 degrés au-dessus du zéro. Et en Hongrie, la même chose, du jamais vu. Alors qu'ici, dans le nord de l'Europe, au nord de la Pologne, en Suède, en Allemagne du Nord et au Danemark, nous envisageons d'autres défis d'un type différent. Imaginez-vous le Tivoli qui serait simplement inondé dû aux averses abondantes. 3 fois la route principale qui rentre dans Copenhague a été submergée par l'eau, donc immergée dans l'eau, inutilisable. Cet automne, beaucoup de paysans qui n'ont pas pu récolter du fait qu'ils devraient normalement le faire au mois d'août. Or, le grain a simplement pourri dans les champs. Beaucoup d'exemples en Europe et ailleurs, bien évidemment. Et à mon avis, tout cela se passe de commentaires. On n'a pas besoin d'autres preuves qui devraient nous pousser à nous attaquer à la question du changement climatique. En 2009, à Copenhague 15, j'avais pensé qu'on pourrait faire passer ce message aux citoyens du monde. Il y avait à ce moment une forte mobilisation populaire. Les gens pensaient qu'il y avait un lien entre, d'un côté, la croissance de nos activités et, d'autre part, des limites naturelles qu'il faut respecter. La Commission publiera la semaine prochaine un nouvel Eurobaromètre qui montrera que le soutien des citoyens aux politiques environnementales ambitieuses a augmenté, n'a pas reculé. En suivant les médias, on pourrait penser qu'il y a moins d'intérêt. Or, la vérité est différente. Les citoyens sont plus intéressés et ce n'est pas l'inverse qui est vrai. À mon avis, c'est encourageant. Même si les négociations internationales, et je vous ne fatiguerai pas de ces négociations-là, tout cela avance au ralenti, c'est vrai, mais cela ne devrait pas être une excuse et faire en sorte que nous soyons complaisants. Non, nous devons donner l'exemple. Nous ne pouvons pas dire en Europe que nous avons impulsé ce processus. Nous avons adopté en 2008 un paquet climatique avec les objectifs en 20-20-20. Vous connaissez parfaitement tout ceci.
a été passé en Europe en 2008, et je pense moi-même que nous pouvons donner un exemple pour le reste du monde. Est-ce une revendication simplement? Non, c'est beaucoup plus. L'avant Copenhague et après plus de 90%, plus de 90 pays dans le monde. Et tous les pays du G20, à l'exception de l'Arabie saoudite, se sont fixés des objectifs nationaux en termes climatiques et ils sont engagés dans des politiques d'application de ces mesures. Donc tout évolue dans la bonne direction, même si nous sommes encore en recul sur nos attentes et même si la cadence n'est pas celle qu'on souhaiterait avoir. Qu'est-ce qu'on fait à la Commission européenne? Eh bien, nous avons beaucoup de choses à faire. Nous nous attaquons à d'autres crises également, mais je suis fier d'être membre d'une Commission européenne qui, malgré la situation économique très grave, a pris une initiative se prêtant pour essayer de faire avancer la politique énergétique et climatique européenne. Nous avons préparé une feuille de route pour une société zéro carbone en 2050. Et alors qu'on est confronté à des problèmes quotidiens, à la Commission, nous envisageons non seulement la sortie de la crise en nous attaquant aux problèmes immédiats, mais nous nous posons la question de savoir de quoi vivra l'Europe lorsque nous serons sortis de la crise. Comment pourrons-nous créer les emplois? Comment pourrons-nous créer cette productivité dont nous avons besoin? Et là, nous pensons que des politiques vertes, des politiques énergétiques ambitieuses peuvent être l'outil recherché. Peut-être aurez-vous constaté que les propos autour du climat ont changé. Cela ne veut pas dire que la science est perdue en importance. Non, les glaciers qui fondent et toutes ces questions dont on nous parle nous amènent à dire que la politique climatique n'est pas une politique séparée. Il y va de l'énergie, il y va de l'utilisation efficace de l'énergie et dès lors qu'on souhaite être plus efficace, il faudra importer moins et il faudra également accroître notre indépendance et notre sécurité énergétique. Et troisième volet de cette équation, si vous voulez, c'est que si on s'y prend de manière intelligente, nous pourrons créer des emplois, nous pourrons faire des politiques climatiques une force motrice de nos innovations. Un exemple. Prenez le bâtiment, le secteur du bâtiment en Europe qui consomme énormément d'énergie. Si on construisait des bâtiments plus efficaces, si on réhabilitait tout le vieux parc de logements et de bâtiments, on pourrait faire des économies dans le long terme et par ailleurs créer des emplois dans le bâtiment, le BTP qui aujourd'hui est frappé d'un taux de chômage très important. Donc on a tout à gagner de ces objectifs très ambitieux en termes de politique climatique. Lorsque l'on pousse l'industrie dans cette direction, on la pousse également à faire un effort d'innovation. Innovation dont on a besoin pour être compétitif face à la Chine, à l'Inde, au Brésil. Nous avons encore peut-être une longueur d'avantage, mais nous ne sommes peut-être pas toujours les premiers dans ce sens-là. Il faudra accélérer nos efforts et ce sont autant de raisons pour lesquelles il faudra relever ces défis et pour lesquelles la politique de l'environnement du XXIe siècle générera croissance durable et nous rendra plus compétitifs. Maintenant, comment faire le lien avec votre conférence et les régions maritimes? Car je pense que vous êtes parmi ceux qui seront parmi les premiers à ressentir l'impact. Les régions côtières sont énormément importantes pour l'économie européenne et vous êtes confrontés à beaucoup de défis en raison du changement climatique. Près de 40% de la population européenne vit à moins de 15 km de la côte. Aujourd'hui, l'Europe ne connaît pas le même impact que les autres grandes métropoles, mais depuis très tôt, toujours, l'être humain a souhaité vivre
sur les rives, sur la côte. C'est pourquoi nos bassins marins, les côtes fluviales sont fortement habités. Toujours, ça a été toujours une ambition de l'être humain. Il y a quelques semaines, à New York, on avait peur des inondations du fait de Marina, de la tempête. Il y a quelques jours encore, des avertissements et des craintes concernant Bangkok. On parle d'une des grandes mégalopoles du monde. En Europe, c'est moins grave, mais la population et nous à tous seront mis à risque du fait que le niveau de la mer augmente. Les indications portent à croire que les niveaux de la mer pourraient augmenter entre 60 et 1,9 mètres, 60 cm et 1,9 mètres, pratiquement 2 mètres, pour certaines côtes britanniques, à l'ouest, donc des Grande-Bretagne. Donc, pas besoin d'être néerlandais ou danois pour comprendre que ceci représentera un énorme défi pour nous en Europe. Un nouveau rapport scientifique a montré que la mer en Europe change à un rythme sans précédent. Les scientifiques ont dit que le changement est beaucoup plus rapide qu'on ne l'avait prévu ou pressenti. Voilà les mêmes propos que l'on entend ailleurs dans le monde et qui montrent que la réalité est plus rapide, évolue plus rapidement que les prévisions scientifiques. Un niveau des mers qui augmente, des vents plus violents. Voilà, ils ont déjà contribué à une érosion de l'ordre de 15% de la côte européenne. Vous qui venez des régions, pas besoin de vous en informer parce que vous êtes au fait de cette situation, car cela implique des coûts importants pour vous, des dépenses énormes. Le changement climatique et les intempéries sont une menace pour le tourisme, pour l'énergie offshore et onshore, pour la production, pour la pêche, pour l'activité agricole, et la liste n'est pas exhaustive. Et du fait que le changement climatique aura un impact sur l'emploi, sur le business, sur le logement dans les zones côtières, en un mot, toute l'économie des zones côtières en ressentira l'impact. L'année dernière, des catastrophes dues à des inondations, à la sécheresse, à des tempêtes et à des températures extrêmes ont été à l'origine de dégâts dont le montant s'élève à 15 milliards de dollars en Europe. Et si vous posez la question aux compagnies d'assurance, vous aurez des données précises sur le coût de ce qui nous entoure. Certaines études ont indiqué qu'un demi-million de personnes pourraient être affectées par l'augmentation du niveau des mers, soit du fait d'inondations directes ou du fait qu'ils doivent simplement retirer des zones côtières. Donc, que peut faire l'Europe? Que devrait faire l'Europe? Et y a-t-il une valeur ajoutée communautaire pour les régions maritimes et périphériques lorsqu'on parle du changement climatique? Pour moi, la réponse est oui, certainement oui. Je pense que la proposition sur la politique de cohésion, sur les fonds structurels, qui sera adoptée par la Commission probablement la semaine prochaine, à la prochaine réunion de la Commission, en apportera une preuve éloquente. Malgré la crise, et on pourrait même dire à cause de la crise, nous avons essayé, au travers de ce nouveau budget, de mettre l'accent sur les économies possibles au niveau européen afin d'aider, de promouvoir la croissance, l'innovation dont nous avons besoin partout en Europe. C'est pourquoi les régions dans lesquelles il est envisagé de dépenser davantage, c'est la recherche, l'innovation, le développement, mais nous avons également prévu dans cette proposition une innovation, à savoir au moins 20% de l'ensemble du budget communautaire sera lié à des dépenses liées au changement climatique. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, lorsqu'on parle d'infrastructures, par exemple, l'argent ne devrait pas être alloué aux autoroutes, mais devrait également nous permettre de développer les transports publics ou traiter les problèmes du transport maritime ou les problèmes liés aux ports, aux installations portuaires, d'autres solutions durables.
Il s'agit là d'une chose très importante. Lorsque nous avons dit que 20% de l'ensemble de l'enveloppe devrait être lié au changement climatique, ceci sera utilisé à titre de levier pour veiller à ce que partout dans les différents titres de dépenses, cela soit repris. Plusieurs éléments centraux dans la politique de cohésion ont déjà été rendus publics au mois de juin, lorsque nous avions présenté le prochain budget. L'efficacité énergétique sera une des priorités premières, je dirais, dans la nouvelle politique de cohésion. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, il y a encore certains détails qui font l'objet de négociations internes à la Commission, mais en termes généraux, cela veut dire plus de compétitivité pour les régions. Les régions qui ont un PIB au-dessus de 75% de la moyenne européenne. Et nous parlons d'une enveloppe globale de 80% liée à trois choses. Les PME, les aspects sociaux, mais également le changement climatique. Donc, au moins 20% des fonds de cohésion pour ces régions seront liés à la question de savoir si oui ou non ces régions développent des activités qui bénéficient à l'efficience énergétique. C'est donc un incitatif très fort pour les régions qui maintenant doivent s'attaquer à cette question de l'efficience énergétique. Nous pensons que cela générera des emplois dans les régions respectives, des emplois qui ne peuvent pas être externalisés à d'autres régions, ou peut-être à la Chine. Pour les régions en développement, là aussi, il y aura un plafond de 4% pour les dépenses énergétiques. Nous négocions encore du pourcentage de ce plafond, mais je peux vous dire qu'il y aura certainement une mise à jour substantielle pour ces régions. Cela me paraît extrêmement important. Je vois également qu'on dans beaucoup des nouveaux États membres et dans leurs régions, vous verrez quels sont les potentiels en termes d'efficience énergétique avec comme effet secondaire le fait qu'on est moins dépendant de combustibles fossiles du Moyen-Orient ou des ressources gazières russes. Mais il y a d'autres titres de dépenses également qui sont focalisés sur les questions climatiques. Nous avons une autre ligne de dépenses qui s'appelle facilité ou connectivité en Europe, avec 4 milliards d'euros pour des projets d'infrastructures liés au transport, au TIC et à l'énergie, pour bien mettre en ligne les infrastructures des transports, pour qu'on ait une bonne infrastructure des technologies de l'information. Voilà en quoi réside la solution de cette Europe qui doit être connectée. Cela va bien au-delà des frontières nationales. Et là, à mon avis, on peut faire toute la différence grâce à cet argent communautaire. Cette facilité des Europe Connect établirait des liens entre les réseaux fluviaux et maritimes. Il y aura de nouveaux réseaux d'électricité avec des ramifications internationales. Enfin, il y aura également le programme Life Plus et probablement beaucoup d'entre vous connaîtront ce programme. C'est peut-être pas le programme le plus grand au sein de l'Union européenne, mais c'est un programme dont la taille augmente de 2 à 3 fois. On parle déjà de 800 millions d'euros maintenant pour sa partie climat, avec des projets de petite taille liés au climat et d'autres activités qui nous permettront également à aider les PME qui ne gèrent pas d'énormes projets, mais on pourra ainsi leur donner les moyens de lancement d'une activité. Une dernière remarque sur ce qu'on appelle la partie adaptation. Il n'est pas suffisant de voir comment on peut atténuer le changement climatique, mais quid de l'adaptation. Et là, je voudrais évoquer une chose que nous sommes en train de préparer à la Commission et qui, à notre avis, pourrait être un outil très utile pour vous qui œuvrez dans le même sens. Nous avons un clearinghouse d'adaptation qui est en préparation et qui devrait être fonctionnel à partir du mois de mars de l'année prochaine, avec une idée principale. C'est-à-dire, vous, en tant que ville, en tant que région, vous pouvez adhérer et vous pourrez voir, voilà, j'ai tel ou tel problème, et
ce centre vous montrera quelles sont les autres régions ou villes confrontées au même problème, quelles sont les solutions qu'elles ont apportées ou trouvées, quelles sont les meilleures pratiques, quels sont les aspects économiques, quelles sont les meilleures solutions techniques. Et vous aurez, par conséquent, la possibilité de vous mettre en contact avec ces autres parties de l'Europe qui ont déjà traité ce même problème, relevé le même défi. C'est en quelque sorte un de mes dadas. Nous avons beaucoup de connaissances qui existent. Et vous le savez, au quotidien, parfois, vous avez un problème et vous ne savez pas par quel bout le prendre. Et vous ne savez pas que dans la région voisine, on l'a réglé il y a quelques années déjà. Il faut améliorer ce processus d'apprentissage réciproque. On m'a demandé également de vous dire, de faire quelques remarques de faire un état des lieux sur 2 ans après Copenhague. Je peux vous dire que 2 ans après Copenhague, la question climatique en Europe est entrée dans une phase nouvelle. On peut parler maintenant d'une phase qui parle d'action, de mise en application. Il y a beaucoup de choses qui se passent partout dans le monde. Et je vous ai dit qu'au travers du à cause du changement climatique, on a compris qu'on ne peut pas poursuivre le vieux modèle de croissance. Tous nous savons que nous avons besoin de croissance, mais nous devons également nous poser la question de savoir quel type de croissance pouvons-nous nous permettre au XXIe siècle, lorsque nous savons que nous allons passer la barre de 9 milliards de personnes au moment où mes enfants auront mon âge. Donc, et ceci concerne la consommation énergétique. Quel type de croissance peut-on avoir? L'Europe est encore au premier rang pour ce qui est des objectifs, des mécanismes des prix, mais également pour ce qui est des meilleures solutions que l'on peut trouver, solutions que l'on peut également exporter vers d'autres régions. Toutefois, je pense qu'en définitive, que ce soit de Bruxelles ou des gouvernements nationaux, nous pouvons nous fixer tous les objectifs possibles, nous pouvons mettre en place tous les dispositifs que nous sommes. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que l'industrie fasse sa partie, dégage les solutions, diffuse les bonnes pratiques et que l'Union européenne travaille avec les citoyens, avec les PME au quotidien dans les régions. Voilà pourquoi, mesdames, messieurs, je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos efforts. Lorsque parfois je suis assis à la table de négociation internationale, je vois que c'est très lent, la Chine n'avance pas. Et en quelque sorte, je suis jalouse, en quelque sorte, vous qui êtes sur le terrain, où vous menez un travail concret et où on voit que l'on peut avancer. Et si parfois vous avez des doutes, s'il y a un manque de patience du fait qu'on est trop lent à avancer, moi aussi j'ai parfois ces sentiments-là. Mais alors, revenez en arrière, 5 ans, 10 ans. Où est-ce qu'on était à ce moment-là? Où étiez-vous? Où était votre organisation, votre région sur toutes ces questions? Et c'est alors que l'on peut comprendre que, bien sûr, parfois, les progrès avancent ou se font par bond, mais je pense qu'au cours de la dernière décennie, on a fait une bonne partie du chemin déjà et nos concurrents ont compris qu'il y a un défi qu'il faut relever. Donc, si vous voulez vous attaquer à la question de la croissance et de la création de l'emploi, eh bien, c'est une possibilité qui s'offre à nous et nous devons tous assumer notre responsabilité et apporter les résultats escomptés. Merci de vos efforts et bon courage. Et je puis vous dire qu'à partir de Bruxelles, nous allons faire tout le nécessaire pour insister auprès des gouvernements, de l'industrie, pour avancer dans la bonne direction, car le changement climatique ne va pas se terminer demain, en dépit de la crise économique que nous connaissons. Je vous remercie de votre attention.